merci d'être là. On va voir ce matin La vie moderne, qui est, j'ai calculé, je disais hier que l'œuvre photographique était immense, mais l'œuvre cinématographique aussi. C'est le 17e long métrage. Et donc on va voir La vie moderne, qui est aussi une troisième partie de ce qui s'est appelé dans un premier temps Profil paysan, dont on voit ici les deux premières parties. Je crois que c'est l'approche et le quotidien, je crois que c'est ça. Et donc en l'occurrence, on va voir quelque chose qui est un travail qui s'est déroulé sur 7-8 années, 10 ans, 10 années. avec les mêmes personnes, dans les mêmes lieux. Oui, oui, c'est l'aboutissement c'est le troisième film, c'est le dernier. C'est vrai que... techniquement, il est un peu différent parce que il y a eu l'intervention de Jean-Pierre Boviola sous une idée originale des Australiens qui sont écolos, même si les événements de ces temps-ci et ont inventé un système de tourner en 35 et d'avoir de l'autonomie aussi. C'est-à-dire qu'avant, enfin, pour la petite histoire, il fallait 4 perforations pour une image. Et puis, comme on repasse par le transfert numérique, ils ont dit, mais ça ne sert à rien. Donc, on a fait 2 perfos pour une image, qui fait qu'un magasin 35 mm faisait 8 minutes. Et pour moi, des gens comme avec Claudine, 8 minutes, on peut faire vraiment du cinéma direct. 4 minutes avant, c'était pas possible, donc 8 minutes, on double. Et 8 minutes, c'est pour ça qu'on a fait ce film en scope, c'était le scope. Donc les 2 premiers ont été tournés en 16, et celui-là, c'est un premier film en France qui a été tourné en 2 perfos. Avec un prototype de caméra. Avec une caméra finie, donc ça donnait des situations un peu cocasses où voilà. on tombait en panne souvent. C'est le film sans doute le plus... Enfin, c'est un film, effectivement, je veux dire, il y a 80 plans, 1h30, 80 plans. Là, on rejoint les Ozu, tout ça. Mais l'intérieur, d'ailleurs, voilà, aussi. Tout ça. Et on connaissait tellement les gens qu'on filmait. Et ils nous connaissaient tellement qu'il y a un naturel qui nous surprend encore. Oui, et puis peut-être que, je ne sais pas, on était habité par la grâce de ces montagnes, de cette moyenne montagne. Des gens tellement touchants, tellement pathétiques, aujourd'hui disparus pour la plupart. Je suis content quand même qu'ils existent, ils vont exister ici. C'est ça qui est formidable avec le cinéma, c'est que maintenant ils vont exister. C'est pas non plus de la nostalgie, c'est pas un travail d'archive, c'est au contraire, ces gens-là étaient très très en avance, quelque part, malgré qu'ils ne faisaient pas de la culture intensive, mais on voit bien ce qui se passe un peu dans le monde rural. Ils étaient déjà dans la décroissance avant tout le monde. On les a pris un peu pour des fous, mais on se dit peut-être qu'ils n'avaient pas tort d'être comme ils sont, comme ils étaient, comme on les a filmés. Et à la fois aussi avec une quintessence tellement française qu'on retrouve chez eux, en fait, tout le charme de nos racines, ce fameux massif central, qui est quand même une base, voilà, c'est important. Moi, je suis content d'avoir fait ce film parce que, au fond, ça n'a rien à voir avec mon enfance, qui fut effectivement, comme tout le monde le sait, dans une ferme. Mais voilà, j'ai sans doute pas pu filmer, j'aurais pas pu filmer mon père ou mes parents. Et je suis content d'avoir fait ce film aussi. Il y a un côté exploit, c'est qu'on l'a fait tous les 2. Oui, c'est un film qu'on a fait à 2 en 35 en scope et en 5.1, c'est-à-dire que normalement il aurait fallu une équipe de 10 personnes. Donc notre grand avantage, c'est qu'on a le temps. C'est-à-dire comme on se produit nous-mêmes, on a pu filmer pendant 2 ans ce film La vie moderne et 10 ans l'ensemble des films sur les paysans. Et une fois qu'on a fait le film, on a réalisé l'exploit technique que l'on avait réalisé, c'est-à-dire d'être en 35 à 2 personnes simplement. Et le fait qu'on soit un couple, un homme et une femme, a beaucoup joué dans l'approche de ces personnes, parce que nous sommes aussi une famille, et donc on a beaucoup raconté notre vie pour qu'eux puissent nous raconter leur vie, et ils restent toujours dans notre cœur, puisqu'on continue à aller les voir.
Pour moi, ça fait partie des films les plus importants de ma carrière, La vie moderne, où il y a un accomplissement. Une fois qu'on a eu fini le film, on l'a regardé dans tous les sens en essayant d'enlever un plan, de changer un cadre, et on n'est pas arrivé à changer quoi que ce soit. Ça fait penser à ce que font les photographes de Magnum quand ils veulent décider si la photo est bonne. Ils essayent de rentrer une équerre dans tous les sens, et s'ils n'arrivent pas à recadrer, elle est bonne. Et pour moi, ce film, il est comme ça. Et j'espère que vous l'apprécierez autant que nous, on continue à l'apprécier, puisqu'il a maintenant plus de 12 ans, 10 ans, 12 ans, et il reste très important dans notre cœur. Et je crois qu'il a ouvert la porte à des cinéastes. Il a permis à des gens qui étaient originaires de la campagne de dire oui, moi aussi je viens d'une ferme, et on l'a vu récemment avec les succès de ces fictions qui parlent de la difficulté de quitter l'agriculture intensive et de repenser l'agriculture, et il donne à penser l'agriculture. Quand on a sorti ce film, la FNSEA était contre nous. Aujourd'hui, le public est avec nous et j'en suis très contente. Ans plus tard, ça serait plus possible, ou peut-être un peu trop triste, de retourner sur place. On retourne, bien sûr. Non, de filmer. C'est simplement, on était peut-être dans une période charnière. C'est-à-dire que, par exemple, Marcel Privat, qui est le berger, qui a déjà 80 et quelques 90 ans, on sent bien que c'est la fin de... Il est toujours encore berger. À un moment donné, on s'est dit... Voilà, on avait la contrainte technique et il y avait ce berger. On savait qu'il allait nous parler de temps en temps des mots très très économes, hein. C'est un taiseux, mais sa phrase, on ne peut pas poser une question. Donc voilà, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas interroger en disant est-ce que... Voilà. Non, pas de question, pas de question. Mais il va parler. Et on a une contrainte technique. On n'est pas loin de l'an 2000, on ne peut plus filmer en 16 mm comme ça, à la main, avec une caméra qui bouge dans tous les sens. On a une caméra qui est en scope. Il marche dans les Cévennes, là, comme ça. Il suit son troupeau. Nous, on suit. Moi, il faut que j'ai un pied fixe pour que le plan ne bouge pas et puisse tenir 1 minute, 2 minutes, sans qu'il y ait aucune... Comme un film américain, comme un film de fiction. Claudine, elle a sa contrainte de son, de stéréo. C'est-à-dire qu'une image scope, on ne la remplit pas comme une image avec une petite Sony. Donc il y a une image scope, il y a énormément d'informations à l'image, et on se doit aussi de donner beaucoup d'informations au son. Donc dès l'enregistrement, il faut être à même de capter tous les bruissements, tous les mouvements, et donc effectivement ça demande pas mal d'appareils. Donc oui, j'étais un peu une femme orchestre. Et c'est vrai que ce plan, par exemple, vous allez le voir, il est assis dans l'herbe. Et puis, il se passe 30 secondes, et puis il dit c'est la fin. Enfin, c'est la fin de beaucoup de choses. Et le plan est fixe, et Claudine a enregistré tout ça à un micro-émetteur. Il y a un micro-émetteur sur lui, donc on entend, c'est la fin. Et à la fois, il y a le vent dans les herbes, c'est en septembre, novembre, je ne sais plus. Dans les Cévennes, c'est magnifique, quoi. Voilà, oui, c'est la symphonie de la nature qui s'offre à nous. Parce qu'on était à même de la capter après 10 ans d'enregistrement de ces fermes. On connaissait tous les changements de lumière, les bruissements, les étapes de chaque journée. Même si des fois tu craquais parce que d'entendre les cloches des... Oui, à la fin j'en avais un peu marre d'enregistrer les brebis, je dois avouer. Diling, ça m'a un peu fatiguée au bout de 10 ans. Voilà, au bout de 10 ans d'entendre les brebis, mais il fallait quand même... Alors... C'est vrai qu'on a fait, avant de faire le film, on avait regardé beaucoup de films sur le monde rural, et Raymond raconte toujours qu'il ne voulait pas filmer la fabrication du saucisson, tuer le cochon, entendre le coq et le chien qui aboie, le clocher de l'église. Et donc j'ai gardé ça pendant toute la fabrication des films, et sur La vie moderne, on a enlevé tous les coqs, tous les clochers et tous les chiens. Et donc du coup ça a créé une tension, parce que vous le savez qu'il y a des coqs, vous le savez qu'il y a des poules, vous le savez, mais vous n'entendez pas cette éternelle carte postale sonore du monde paysan, et le film vieillit mieux d'ailleurs, parce qu'il n'est pas redondant aussi. Et puis moi j'avais peut-être oublié cette fameuse cuisine, enfin, qui est l'axe central vous avez tous été dans une ferme à un moment.
dans votre vie, c'est cet axe, la cuisine. Et en fait, bizarrement, sur une période comme ça, en automne, le matin, ils ont du travail, les paysans, bien sûr, mais après, il y a une période très longue où ils attendent. Et en fait, j'avais été fasciné par ce côté théâtre. C'est presque comme si on était au, je sais pas, au théâtre de Chaillot, comme ça, avec 2 personnages sur scène, un film, une pièce de théâtre de Claude Régis, quoi. Hein, comme ça. Et alors, et il vous parle. Et ça dure des heures. Et donc, il y a ce côté incroyablement, vous voyez, de mise en scène. Ils attendent midi, parce qu'à midi, ils ont besoin, mais voilà, il est 10 heures, et on est dans cette espèce de huis clos. Et c'est ça que je voulais, plutôt que le travail. Et à chaque fois, les cinéastes tombaient un peu dans le piège. À chaque fois qu'on fait un film comme ça sur les paysans, on les montre en train de travailler. Bon, mais ils ne travaillent pas plus que nous, peut-être même moins que nous. Ils ont des horaires, mais c'est pas tellement... Alors, ça dépend des tous les jours quand même, c'est ça. C'est tous les jours, bien sûr, il n'y a pas de samedi, dimanche. Non, il n'y a pas d'horaire, c'est ça qui est difficile à filmer, c'est que ça peut partir d'un... Mais ça peut attendre très longtemps, ils peuvent passer 1 heure ou 2 à discuter au bout d'un champ avec un maquignon, un voisin, etc. Donc il y a encore cette notion de parole. Peut-être qu'on n'a plus, nous, qu'on tend à disparaître parce qu'on est pressé, parce que tout ça, voilà, donc ils sont encore les survivants de ça, et j'ai trouvé important comme ça de passer du temps, de perdre du temps. Voilà. Et ça, c'est important de filmer ça. C'est pour ça qu'il y a très peu de chutes dans ce film. Voilà. Et c'est vrai que le film a reçu un très bon accueil, puisqu'il a eu le prix Louis Deluc, il a fait 350 000 spectateurs sur la France. Quand même, à l'époque, c'était beaucoup. Il a été longtemps projeté pendant au moins 1 an au Japon. Il a rencontré à Shibaya. Shibaya, quand vous connaissez Shibaya, c'est quand même un quartier assez branché de Tokyo. Et aux États-Unis, tout ça, il a rencontré parce que c'était effectivement un film comme dit Claudine, on pourrait le voir à l'envers. Ça serait pareil. Oui, il se tient. Une question sur on dit souvent, là, nous on le dit, c'est votre travail, c'est à la fois un regard et une écoute. Et dans ce film, il y a un peu plus de dialogue de votre part. C'est-à-dire qu'il y a de la complicité, je pense, un peu plus de dialogue qu'avec les 2 précédents. Vous parlez un peu plus avec eux, il y a de la parole dans ce film. Oui, et à la fois il faut faire attention, il fallait faire attention, parce que à un moment, c'est une petite anecdote, mais qui est très significative, comme quoi on était quand même sous une bonne étoile, ils se sont disputés d'une manière vraiment, comme peu importe dans la vie privée, ils se sont vraiment disputés devant nous, et ils ne faisaient plus attention à nous. Et à la fois, bon, on s'est dit, est-ce qu'on filme ça? Et voilà, sachant que c'est un temps fort quand même. Et la bonne étoile était avec nous, la caméra est tombée en panne. Donc ça voulait dire qu'il n'y avait pas de ça dans le film. Ça rentrait pas dans le film. On ne sait pas pourquoi, j'ai toujours pas compris pourquoi elle est tombée en panne. Et voilà. Je pense qu'effectivement Raymond commence le film en disant qu'il approche des fermes, mais il a mis 10 ans à trouver sa place dans ce film. Et parce que pendant des années, il y a une honte de venir du monde paysan, et la construction sur 10 années fait que Raymond a pu parler et être plus à l'aise et à dire je viens de là et je les aime et je continuerai à les aimer, je vais vous les faire rencontrer si vous avez un moment à nous consacrer. Et je pense qu'il a fallu tout ce temps, parce qu'après-guerre, il n'était pas de bon ton d'être paysan et de monter à la ville, et il fallait cacher. Quand on a sorti les films, je me rappelle de Jean-Paul Rapneau qui est venu nous voir en disant « Je vous remercie parce que moi, mon père vient de la campagne et il m'a interdit de revenir et d'en parler. » Donc il y avait toute une génération qui n'avait pas le droit de dire qu'ils étaient originaires de cette région. Et moi, je sens dans l'élaboration de Profil Paysan l'approche, Profil Paysan le quotidien et la vie moderne, toute une évolution de Raymond qui dit qui il est, en tous les cas, sur la vie moderne. Oui, sans doute il y a un apaisement, comme je le dis dans le film, voilà, j'ai trouvé en fait c'est vrai que moi aussi j'ai fait ça, voilà, je suis de cette première génération,
peut-être beaucoup de gens sont la deuxième génération, mais moi je suis la première génération. C'est vrai qu'on revient, on peut voir ses parents, mais on espace le temps, on revient pour les fêtes, mais voilà, il y a une distance comme ça, et j'avais un peu honte, à la fois de mon accent, de la façon de parler, de la façon d'être, voilà, les gestes. Je sais qu'on me l'avait fait souvent remarquer quand j'avais été jeune photographe à Paris. Il y avait plein de choses que je ne savais pas faire, quoi. Et je me trahissais moi-même parce que j'ai de mes origines, plein de petites choses, de petits détails que les gens de la ville voient tout de suite dans la façon d'être. Je sais que par exemple, il y avait une certaine façon de boire le café. Alors, je sais que... Je ne sais pas pourquoi, parce que je voyais ma maman et avec les voisines, les cousines de la Bresse qui venaient. Il y avait un truc du café, avec le sucre, je ne sais plus, comme ça, avec la petite cuillère. Je faisais canard, je ne sais pas quoi. Et moi, je bois un café à Paris, et il y a quelqu'un qui veut, j'ai un café, puis en fait, je ne buvais pas de café, je n'aime pas trop ça. Et je commence à faire ça. Et il me dit, mais ça va pas, non? Donc, c'est vrai qu'il y avait ce complexe, quoi. Il y a un complexe qui a été surtout là. Voilà, et à la fois, on a tous des origines plus ou moins lointaines avec le monde de ce monde-là, bien sûr. Et c'est vrai que ça à la fois m'a donné beaucoup d'énergie, ça m'a donné la force. Je me suis dit, c'est vrai que très longtemps, je me suis dit, je ne peux pas retourner à la ferme du Garret, il faut que je réussisse. Je ne pourrais pas retourner. D'abord, parce que j'aurais pas été un très bon paysan, je ne suis pas attentionné, il faut être passionné, quoi, pour être. C'est un métier formidable, c'est comme la photo, quoi, il faut être passionné pour être. Et donc, je me devais de réussir. Et c'est vrai que ce film, c'est le troisième, et c'est donc l'aboutissement Mais ça va plus loin, c'est-à-dire qu'il m'a autorisé à lui mettre un micro sur lui au troisième. Alors le premier et le deuxième, j'avais pas le droit. Et donc c'était vraiment un passage. Et depuis ce film, il est beaucoup plus bavard. Bon, enfin voilà. Et je pense que là, par exemple, là, au mois de mai, on va faire une exposition à Shanghai, un grand musée d'art, une espèce de centrale électrique transformée en musée d'art moderne, et on expose ces paysans, des photos. Et en fait, on fait un catalogue. Je suis content de montrer, parce qu'en fait, je me suis dit, après tout, bien sûr, nous, on a vécu cette transformation, mais les Chinois aussi, c'est universel, quoi. Cette transformation de la campagne à la ville, il n'y a pas que la France qui l'a vécu. Et donc, on voit bien, et ils sont ravis, les Chinois, d'exposer ça, ces photos comme ça. Peut-être qu'il y a quelques années, on m'aurait dit « il ne faut pas montrer ça aux Chinois, on a un peu honte de cette ruralité française ». Et maintenant, au contraire, on se dit « tiens, mais après tout, eux aussi, ils sont en train de... » et ils continuent à le vivre, un peu comme nous, cette transformation de leur ruralité, avec l'exode rural qui se fait dans les villes. Donc il y a quelque chose d'universel, et je pense que c'est peut-être... c'est mondial, quoi. Moi, tu me donnes une idée, c'est qu'on va faire une recherche donc sur les fils directs, les premières générations de fils de paysans qui sont dans le cinéma. Pas seulement en France, mais aussi dans le monde. Oui, absolument, mais... C'est pas inintéressant. Et qu'est-ce qu'ils en ont dit, surtout? Voilà. Est-ce qu'ils le cachent? Est-ce qu'ils le montrent? Est-ce qu'ils le cachent pas? Voilà. Moi, je le montre. Est-ce qu'ils sont bavards? Moi, je suis un fils de paysan aussi. Il faut des gens qui ne soient pas fils de paysans comme moi, ou filles de paysans, toi, pour oui, vous voilà. aider à parler. Merci.